Je vous dis bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir l'amour et plus précisément à envisager cette question. L'amour peut-il nous rendre heureux? Pour traiter ce sujet, il me semble nécessaire de partir d'abord d'un constat qui touche à notre réalité même d'être humain, c'est-à-dire d'être pris dans un monde. Nous ne sommes pas des âmes flottant dans une dimension immatérielle de la réalité. Nous ne sommes pas de purs esprits. Nous sommes des êtres à la fois conscients et corporels. Et par notre corps, nous sommes affectés, touchés par le monde et par les êtres que nous côtoyons ou que nous rencontrons. Cela fait de nous des êtres de passion. Nous pâtissons, nous éprouvons, nous ressentons. Et parmi toutes les passions qui agitent notre âme, une passion nous apparaît centrale, c'est la passion amoureuse. Euh, D'abord parce qu'il s'agit d'une puissante passion, et puis également parce que nous entretenons volontiers l'idée selon laquelle l'amour peut nous rendre heureux. Cette idée peut trouver une sorte de corroboration dans la philosophie de Platon, et plus précisément dans le banquet, et plus précisément encore dans un texte qui met en scène Aristophane, et qui prête à Aristophane un mythe absolument magnifique, qui pourrait effectivement laisser entendre que l'amour est une voie d'accès à la vie heureuse. Alors ce mythe se présente ainsi. Un mythe est un récit qui porte sur un passé d'avant le temps que nous connaissons, un passé qui nous permettrait d'expliquer, de comprendre le présent. Ce n'est pas une simple légende. Et le mythe d'Aristophane se présente en des termes éloquents au regard de la question qui nous intéresse. Voilà ce qu'il nous dit. Jadis, les hommes n'étaient pas ce qu'ils sont. Les êtres humains n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y avait trois espèces d'hommes, les hommes, les femmes et les androgynes. Ces êtres étaient de forme sphérique. La sphère chez les Grecs renvoie à l'idée d'une totalité harmonieuse qui touche à la perfection. Ces êtres étaient donc de forme sphérique. Ils possédaient deux visages, quatre bras, quatre jambes et deux organes sexuels. Et Aristophane distingue les hommes, les femmes et les androgynes, puisque les hommes possédaient donc deux visages, quatre bras, quatre jambes et deux sexes masculins. Les femmes, quant à elles, étaient conformées de la même manière, mais possédaient deux sexes féminins. Et les androgynes étaient également conformés de la même manière, mais possédaient un sexe masculin et un sexe féminin. Voilà. Et ces êtres, se sentant parfaits, nous dit le mythe, se sont attaqués aux dieux. Zeus aurait pu les faire disparaître, et l'affaire était réglée, mais il préféra les affaiblir, et pour y parvenir, il les coupa en deux. De sorte que, nous dit le mythe, depuis chacun cherche sa moitié. Chacun cherche sa moitié. Ici, on l'aura compris, le mythe nous parle à la fois de l'origine, de la nature et de la destination du désir amoureux. Il nous parle de l'origine du désir amoureux puisqu'il nous dit à l'origine les hommes étaient des sphères, ils ne manquaient de rien, ils se sont attaqués aux dieux, et pour les punir de leurs fautes, Zeus les coupa en deux, ça signifie que l'origine du désir est la séparation d'avec sa moitié. Autrement dit, ça signifie que le mythe a pour origine une faute, une perte. Cette origine éclaire la nature du mythe, puisque c'est la perte de sa moitié qui génère le désir de la retrouver. Donc le désir est ici pensé comme le manque de sa moitié, et la destination ou le sens du désir est éclairé dans le même mouvement, puisque ce qui est établi ici, selon le mythe, c'est que les hommes, cherchant leur moitié, cherchent à recomposer l'antique nature. Ils cherchent l'âme sœur. Ils cherchent à se retrouver eux-mêmes pour retrouver cette plénitude d'être qu'ils ont perdue. Ce qui signifie que l'amour et le bonheur sont du même acabit. Ils relèvent du même mouvement de l'esprit. Le mythe est riche, puisque il nous dit beaucoup de choses sur le désir amoureux. D'abord, il éclaire, je le disais, l'origine, la nature et la destination de l'amour, mais il nous dit aussi quelque chose de la sexualité, puisque le mythe nous dit que les hommes, les femmes et les androgynes séparés de leur moitié se laissaient mourir de faim et d'inaction, puisqu'ils ne parvenaient pas à recomposer l'antique nature. Et ce mythe précise que Zeus trouva l'expédient qui consista à transposer les organes sexuels sur le devant, de sorte que grâce à la sexualité, ils ont pu, provisoirement, mais suffisamment, en tout cas suffisamment pour combler la puissance de leur désir en un temps donné, de sorte qu'ils ont pu reconstituer l'antique nature. La sexualité ici est un moyen de retrouver l'unité perdue. Alors, ce qui est riche ici, c'est que on voit bien que la sexualité
n'est pas pensée simplement en termes biologiques. Elle est pensée comme possédant une dimension métaphysique. Elle n'a pas pour finalité simplement la reproduction, mais elle a bien pour finalité quelque chose qui n'est pas étranger à la vie heureuse, au bonheur. Et c'est au passage d'ailleurs la diversité même des sexualités qui est éclairée dans le même mouvement, puisque la moitié d'un homme cherchera une femme, un homme, la moitié d'une femme cherchera une femme, et la moitié d'un androgyne cherchera un homme ou une femme, selon qu'il est lui-même moitié femme, moitié homme. Donc c'est aussi bien l'homosexualité que l'hétérosexualité qui trouve un sens, dans la mesure où le désir possède cette dimension de recherche d'une unité perdue, et dans la mesure où le désir amoureux est commun à tous les êtres désirants, c'est-à-dire qu'il est la recherche même de la vie heureuse. Vie heureuse qui serait synonyme de fusion, c'est-à-dire que c'est dans la fusion, dans la reconstitution de l'unité perdue, de l'antique nature, pour reprendre cette formule, c'est dans la reconstitution de l'unité perdue que le moi accéderait au bonheur. Donc, l'amour pourrait nous rendre heureux. Voilà, ça nous fait une thèse exposée par le moyen d'un mythe, et une thèse éclairante au regard de la nature même du désir et de son sens. Bon, alors, cette thèse-là, immédiatement, rencontre deux limites. La première limite touche à l'articulation de l'amour et du bonheur. On soutient ici que l'amour peut nous rendre heureux. Bon, mais le bonheur ici est entendu comme satisfaction du désir dans la fusion. La vie heureuse est une vie qui ignore le manque. C'est une vie qui ignore le besoin ou le désir non satisfait. Donc, on soutient ici que le bonheur est ce qui est au bout du chemin que parcourt l'amant. En réalité, le mythe de l'androgyne nous dit-il que l'amour nous rend heureux, ou même qu'il puisse en lui-même nous rendre heureux. Rien n'est moins sûr, rien n'est moins assuré, puisque le désir ici est pensé comme manque de fusion. Ce qui signifie que si l'amant parvenait au terme de son parcours, s'il parvenait à reconstituer la nature originaire, alors cet amant-là verrait son désir s'éteindre, il verrait l'amour disparaître. Si l'on suit le mythe d'Aristophane, on soutient en réalité que le but de l'amour, c'est la disparition de l'amour. Mais si le but de l'amour, c'est le bonheur, ça signifie que le bonheur n'est que lorsque l'amour n'est plus. Et lorsque l'amour est, le bonheur n'est pas encore. Bon, cette première difficulté, on peut la formuler en ces termes, en d'autres termes. Ce que nous dit Aristophane, c'est que le désir est manque de fusion. Autrement dit, il nous dit que l'amant connaît en lui un mouvement qui le porte vers sa moitié. Et l'amour n'est pas tant dans la fusion que dans le mouvement vers la fusion. En réalité, il n'est pas dans la fusion, puisque dans la fusion, le manque disparaît. L'amour est dans le mouvement vers la fusion. Ce qui signifie que l'amour est une absence de repos. C'est un mouvement vers, une absence de repos. C'est-à-dire une absence de quiétude. En d'autres termes, l'amour ici est pensé comme une inquiétude. C'est une inquiétude. La fin de cette inquiétude, le but, est sa propre disparition dans la fusion. Mais on voit bien ici que l'amour pensé en tant qu'amour n'est pas synonyme de vie heureuse. L'amour n'est pas le bonheur, et il ne peut pas en lui-même nous rendre heureux. Deuxième difficulté. Première difficulté, donc, l'amour est en marche vers. Il est une inquiétude. Il n'est donc pas lui-même la vie heureuse. Mais il est en marche vers quoi? La thèse d'Aristophane, c'est que l'amant désire sa moitié perdue. En réalité, sa thèse consiste à soutenir que, dans l'amour, ce qu'aime l'être aimant, c'est lui-même. Donc finalement, dans l'amour, nous aimerions nous retrouver nous-mêmes. C'est un drôle d'amant que nous pensons là. C'est un amant qui, dans le fond, aime se retrouver avec lui-même. Dans le fond, cet amant n'aime aucune altérité. Son désir est tourné vers lui-même. Un élément du mythe, d'ailleurs intéressant ici, c'est lorsque ces êtres ont été coupés en deux, le mythe nous dit que, évidemment, il a fallu reconstituer le corps qui était sanguinolent, et donc les chairs ont été ramassées, et le nœud qui a permis d'arrêter l'hémorragie, ce nœud-là, c'est le nombril.
Et le visage tourné sur le devant, puisque à l'origine c'était des sphères avec deux visages, quatre bras, quatre jambes, deux organes sexuels. Une fois qu'ils ont été coupés en deux, il a fallu tourner le visage sur le devant pour qu'ils voient précisément le nombril. Ce visage tourné vers le devant, c'est un visage qui regarde dans le nombril, voit la trace de la faute originaire. Bon, mais en même temps, la métaphore du nombril, c'est un peu nombriliste, quoi. C'est-à-dire qu'ici, notre amant s'aime beaucoup. L'amant aristophanien n'est pas tellement ouvert à l'altérité. Il n'est ouvert qu'à lui-même, puisque ce qu'il cherche, c'est la moitié de lui-même. Ça, Platon ne l'accepte pas. Lorsque Socrate prend la parole dans le banquet, après Aristophane, il y a une série de discours dans le banquet, mais lorsque Socrate prend la parole, il retrouve cette idée que le désir est manque. En réalité, lorsque l'on désire, on désire toujours ce qu'on n'a pas, on désire toujours ce qu'on n'est pas. Le désir est manque de ce dont il est désir. Et il convient ici de ne pas confondre le désir et son objet. Ça, Aristophane le dit. Mais il le dit par le bien-amite. Là, une simple réflexion philosophique le dit tout aussi bien, de manière bien plus claire d'ailleurs. Pour être père, il faut bien avoir un fils ou une fille. Pour être frère ou sœur, il faut bien avoir un frère ou une sœur. Donc les notions de père ou de frère sont des notions qui sont toujours relatives, ce ne sont pas des absolus, il faut toujours les penser relativement à quelque chose d'autre. Le désir, c'est du même ordre. Quand on désire toujours quelque chose. Le désir est toujours désir de quelque chose. Et ce quelque chose dont le désir est désir est ce dont l'être désirant manque. Désirer, c'est manquer. Donc ça, on peut le conserver, selon Platon. Le mythe d'Aristophane dit quelque chose de la nature du désir qui mérite d'être conservé. Mais lorsqu'il nous parle de l'objet, il nous parle d'une chose qui est insensée. Désirer sa moitié, encore faudrait-il que cette moitié soit désirable. Imaginons une sorte de prosopopée entre une personne et l'un de ses membres, sa main. Cette main lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» Il répond « Oui ». Elle lui demande évidemment « Est-ce que tu m'aimeras pour toujours ?» Il répond « Oui, mais la malchance est là et cette main est malade, elle est gangrénée. Il faut donc l'amputer. On coupe la main de cette personne. Cette main, on pourrait dire à cette personne « Enfin, tu m'as dit que tu m'aimerais toujours, alors maintenant que je suis malade, tu m'aimes plus. » Parce qu'en réalité, cette personne, ayant vu sa main amputée, cette personne désirerait bien retrouver sa main, mais certainement pas sa main malade. Ce qui veut dire que ce qu'on désire, ça n'est jamais quelque chose qui aurait pour seule qualité d'être une partie de soi-même. Ce qu'on désire, c'est toujours quelque chose qui possède une qualité qui rend cette chose désirable. Si on m'ampute d'une main gangrénée, je désirerais retrouver ma main, certes, mais une main saine. Cette main qui possède ces qualités qui font qu'elle me permet d'entretenir une relation avec le réel, elle me permet de travailler, de saisir des instruments, elle me permet de me protéger, de tenir une arme, elle me permet de caresser, etc. Autrement dit, ce que je désire, ça n'est pas ma main en elle-même, mais une qualité. On pense à Pascal, qui bien plus tard dira dans les pensées, on n'aime donc jamais personne, mais seulement des qualités. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas, ça veut dire qu'on aime des qualités qui font que la personne vers laquelle se tourne notre désir nous apparaît désirable. Donc, on peut maintenir cette idée aristophanienne du désir comme manque, mais il faut repenser l'objet. Le désir est en marche vers un objet, et cet objet, ça ne peut pas être moi ou une partie de moi. En réalité, cet objet, ce désir, est orienté vers un objet, mon désir est orienté vers un objet qui est non pas moi, mais ce dont moi précisément manque. De quoi est-ce que je manque? Voilà la question. Le désir est en marche vers ce dont je manque, absolument. Et la thèse de Platon ici est très éclairante. Ce dont nous manquons, nous en tant qu'êtres conscients et corporels, nous en tant qu'êtres pris dans le monde, ce dont nous manquons, c'est d'immortalité. Au fond, et là c'est le cœur de la thèse de Platon, l'âme porte en elle un profond désir d'immortalité. Et la seule chose qui puisse combler ce manque d'immortalité, évidemment, c'est peut-être le bonheur. Mais un bonheur pour toujours. Un bonheur lui-même immortel. Donc, l'amour peut-il nous rendre heureux? Non, si on pense l'amour lui-même en tant que manque. Mais peut-être que l'amour, s'il ne nous rend pas heureux en lui-même, nous porte vers le bonheur. Mais plus précisément vers un bonheur éternel, vers un bonheur pour toujours.
Ça signifie que penser l'amour, c'est toujours penser corrélativement à lui un objet, et c'est penser un objet qui peut combler tous nos désirs, c'est-à-dire un objet qui n'est pas relatif, partiel, provisoire, mortel. Cet objet, ça ne peut être que l'absolu. Le désir, selon Platon, est toujours en dernière instance un désir d'absolu. Nous manquons d'absolu. Voilà l'objet véritable du désir. Une telle réflexion philosophique nous porte à concevoir la philosophie et l'amour dans le même mouvement. Le désir et la philosophie ont un objet commun. Le désir est toujours désir d'absolu, et la philosophie n'est rien d'autre qu'une recherche d'absolu. Et bien voilà, nous allons nous retrouver bientôt avec un nouvel objet de réflexion.